Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver en direct de la très jolie ville de Neuchâtel avec, vous vous en doutez derrière moi, le lac de Neuchâtel. Non pas pour vous parler de sport d'eau, mais vous parler de sport de neige. Et j'espère que vous voyez les petites cimes enneigées qui peuplent l'arrière-pays qui se trouve juste derrière moi. Puisqu'aujourd'hui, nous allons vous parler des Jeux Olympiques d'hiver, en particulier du rôle d'Omega dans le chronométrage sportif de ces Jeux Olympiques d'hiver. Je vous rappelle, nous nous retrouvions en 2024 avec Valentin, à Paris notamment, pour vous parler des Jeux Olympiques de manière générale, des Jeux Olympiques d'été, cela va de soi, pour vous présenter un peu toutes les innovations qu'Omega avait apportées en matière de chronométrage sportif. Aujourd'hui donc, pas de Jeux d'été, mais des Jeux d'hiver et la présentation de deux nouveautés Omega. La nouveauté sortie un an avant le 6 février 2026, date des prochains Jeux Olympiques de Milano Cortina, qui était une magnifique Seamaster, et la pièce que l'on a découvert aujourd'hui, une nouvelle Speedmaster 38, vous le verrez, avec des attributs très très intéressants. Chers amis, le lac de Neuchâtel est juste derrière nous. On a de la montagne avec un peu de neige. On va vous parler de Jeux Olympiques, de nouveautés horlogères. C'est tout de suite et c'est seulement sur les Rabilleurs. Avant qu'Omega se mette à chronométrer des événements sportifs, avant qu'Omega arrive dans cette folie des Jeux Olympiques, il faut quand même dire que la marque avait une puissance, était reconnue pour le développement de calibres chronographes. On pense notamment à la fin du 19e, en 1898, à la présentation du calibre 19 Cro, C-H-R-O, 19 pour le nombre de lignes. Je vous rappelle que la ligne était une unité de mesure en particulier pour les mouvements. Une ligne égale 2,26 mm, donc 19 le nombre de lignes, Cro pour chronographe, bien évidemment, qu'on retrouvait ce calibre 19 Cro dans des montres de poche. Par la suite, au début des années 10, en 1913 très exactement, on découvrira pour les montres bracelet le calibre 18 Cro, donc 18 étant la taille du mouvement. Évidemment, et on le sait, Omega a pu compter sur la puissance d'une autre société pour développer et aller encore plus loin en matière de chronographe. Je pense évidemment à la société Lemania qui rentrera dans le giron de la SSIH, Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, qui regroupe comme ça plusieurs marques d'horlogerie dont Omega et Tissot, pour justement passer les crises d'une meilleure façon, pour pouvoir être ensemble, soudés, mettre les innovations en commun et engranger de jolis développements. Lemania rentrera dans le giron de la SSIH en 1932. L'histoire d'Omega et des Jeux Olympiques, elle commence avec les Jeux de Los Angeles en 1932. Et ce qui est intéressant, et ça je vous remets la vidéo juste ici parce que je ne vais pas à nouveau rentrer dans ces détails, c'est de voir tout au long des années les innovations qu'a apporté Omega, parce que Omega est un fournisseur des Jeux Olympiques. Il y a un contrat entre le comité et Omega qui se poursuit sur quelques années. Omega ne va pas payer pour être présent aux Jeux Olympiques. On va payer Omega pour qu'elle amène tous ses savoir-faire en matière de chronométrage sportif. Au départ, c'est très rudimentaire, c'est-à-dire que vous avez comme ça des personnes qui sont assises sur un banc, qui observent. Vous avez soit ils ont des chronographes dans les mains, soit ils ont des systèmes qui permettent d'aller appuyer directement sur les boutons, parce que par exemple, il y a plusieurs sportifs en route en même temps, avec donc plusieurs chronographes pour avoir les temps de chacun. Et donc, en fait, il y a quand même beaucoup d'humains dans le chronométrage sportif. Et même si, évidemment, on aime les humains plus que tout, ça introduit forcément de l'erreur, de rapidité, de réflexe. Et donc, en fait, le but d'Omega dans toutes ces années-là, ça va être d'apporter de plus en plus de technologies qui soient décorrélées de la main humaine. On pense évidemment à partir de 1948 et les Jeux de Saint-Moritz au RAS N Timer, c'est l'ère photoélectrique qui s'ouvre. Au jeu de l'ombre, vous avez l'introduction de la caméra photo finish, vous savez, cette fameuse caméra où on voit tous les athlètes un peu aplatis en 2 dimensions pour voir un peu lequel a mis les épaules en premier, par exemple pour l'athlétisme. En 52 à Helsinki, on a le recorder à quartz qui est très précis et qui fonctionne sur batterie. Ça, c'est aussi très important pour éviter des déboires lors des épreuves sportives. Et en 1956 à Cortina d'Ampezzo, vous avez l'introduction des portillons de départ pour le ski. Vous savez, on va avoir une lumière qui va s'afficher verte pour que le sportif parte, et il a entre 0,5 secondes et 1 seconde pour lancer son chrono. Et dès qu'il va passer ce portillon, il va déclencher le chronométrage de son épreuve particulière. Donc ça, vous voyez qu'on enlève petit à petit, quand on avance dans le temps, la main de l'homme. Évidemment, ça va beaucoup plus loin, et l'apogée de tout ça, c'est Rio en 2016, où vous allez avoir l'introduction de la magnifique machine, si je puis dire, un peu folle, qui ressemble à un petit extraterrestre rouge avec comme ça son objectif au bout, qui s'appelle la Scan-O-Vision Myria, qui est capable de prendre 10 000 images par seconde pour départager les sportifs. Et ça ira même encore plus loin avec la Scan-O-Vision Ultimate, qui va introduire un peu plus tard
40 000 images par seconde. C'est un peu débile, il faut stocker tout ça et ça permet quand même d'être le plus fair possible, le plus égal, le plus juste possible quand on va départager des sportifs qui ont consacré leur vie à leur passion. Et si ça se joue à une erreur humaine ou si ça se joue à quelques centièmes, il faut pouvoir le savoir et les départager de la meilleure manière qui soit. Même si parfois j'imagine que c'est quand même très rageant de savoir qu'on est à 2 centièmes de son adversaire. Et chers amis, dans toute cette effervescence du XXe siècle en matière de chronométrage sportif pour les Jeux Olympiques, vous avez au début des années 70 la création de Swiss Timing. Swiss Timing, c'est une société qui va permettre à Omega notamment de développer ses innovations. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment une entreprise qui est dévouée avec son personnel, avec ses ingénieurs, à développer les technologies nécessaires pour toujours aller plus loin aux Jeux Olympiques. C'est une place qui se défend, vous le savez, parce qu'il y a des concurrents évidemment qui aimeraient aussi être aux Jeux Olympiques. Donc le fait d'avoir Swiss Timing, qui est une grosse société aujourd'hui, va permettre comme ça d'aller chercher les meilleures innovations possibles en matière de chronométrage sportif. Vous le savez évidemment, Swiss Timing profitera aussi à d'autres sociétés du Swatch Group par la suite, Longines notamment pour certaines épreuves de ski très particulières qui sont complètement décorrélées des Jeux Olympiques, et Tissot par exemple pour tout ce qui a trait au chronométrage des épreuves de cyclisme. Si vous voulez bien maintenant, parlons 2 minutes des Jeux Olympiques d'hiver, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver, ils débutent en 1924 dans la très belle station de Chamonix. Au départ, vous n'avez pas toutes les épreuves qu'on retrouve aujourd'hui dans les Jeux Olympiques. Vous avez le patinage artistique et de vitesse, vous avez le bobsleigh, vous avez la patrouille militaire qui deviendra plus tard le biathlon, qui est un combiné de ski de fond et de tir. Vous avez évidemment le ski de fond, le hockey sur glace ou encore le curling, épreuve fantastique. Alors, les Jeux Olympiques d'hiver n'arrivent pas tel un cheveu sur la soupe, ou j'ai envie de dire ce petit potage qui nous réchauffe en hiver et dont j'aurais bien besoin ici, puisqu'il fait quand même un petit peu frais ce matin. Mais ils arrivent au début du XXe siècle avec les Jeux nordiques. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ces Jeux nordiques, ils ont été introduits par un général, le général Balck, qui va comme ça organiser des Jeux avec des épreuves d'hiver. Et ça va courir jusqu'au milieu des années 20 et ça va être remplacé évidemment par les premiers Jeux Olympiques d'hiver. Balck est un proche de Pierre de Coubertin et il va vraiment donner cette impulsion pour la création des Jeux Olympiques d'hiver. Je sais, toi aussi tu vas être aux Jeux Olympiques, mais c'est pas possible. Toi tu vas rester à Neuchâtel. Bref, les Jeux Olympiques d'hiver vont avoir lieu à partir de 1924, tous les 4 ans jusqu'à 1936. Ils vont être interrompus par la Seconde Guerre mondiale, vous le savez. Ils vont reprendre en 1948 et avoir encore une fois lieu tous les 4 ans, en même temps, enfin la même année que les Jeux Olympiques d'été, à chaque fois jusqu'en 1992, moment où on va décorréler, le comité des Jeux Olympiques va proposer de décorréler les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver en alternance dans un cycle de 4 ans. Alors vous le savez, si on regarde les résultats des Jeux Olympiques d'hiver depuis leur création en 1924 à Chamonix, c'est la Norvège, indéniablement, qui est la première dans les classements avec plus de 400 médailles en même temps. Bon, les Norvégiens ont un environnement sympathique, on ne va pas se perdre en France avec les Alpes qui sont juste magnifiques. Et la France est 13e, donc on a quand même une jolie place dans ce classement des Jeux Olympiques d'hiver, toutes années confondues. Cortina d'Ampezzo, chers amis, était censée recevoir les Jeux Olympiques d'hiver en 1944. Vous vous doutez qu'en 1944, on avait autre chose à faire que des Jeux Olympiques. Et donc, elle va les recevoir en 1956. Si je vous parle de Cortina d'Ampezzo, c'est parce qu'en fait, elle va recevoir le 6 février prochain les Jeux Olympiques d'hiver, donc 6 février 2026. Et ça aura lieu à la fois entre Cortina et entre Milan. Donc, c'est Milano Cortina pour ses prochains Jeux d'hiver 2026. Omega, évidemment, est toujours partenaire, parce qu'elle a signé un contrat jusqu'en 2032 avec le comité des Jeux Olympiques, elle est partenaire de ces Jeux Olympiques d'hiver. Mais avant de vous parler des 2 très jolis mondes qui vont célébrer cet événement du 6 février 2026 de Milano Cortina, je vous propose un très bel entretien avec Alain Zobrist, directeur d'Omega Timing, qui va nous parler un petit peu aujourd'hui des innovations qu'on peut avoir avec les Jeux Olympiques d'hiver et, j'ai envie de vous dire, les innovations à date avec la personne vraiment qui sait tout sur le bout des doigts. Je vous reprends juste après. Chers amis, j'ai le plaisir d'être avec Alain Zobrist, qui est directeur de Omega Timing. Cher Alain, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était un plaisir. On a appris beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura un avant et un après à cette incroyable visite. Comment a commencé, pourquoi on est venu chercher Omega sur le chronométrage de précision pour ces événements sportifs? Omega fêtera bientôt ses 100 ans de partenariat avec le CIO. Tout a commencé en 1932, où Omega a été sélectionné comme chronométreur officiel pour la toute première fois grâce à ses chronographes manuels précis au dixième de seconde. En 1932, Omega était la seule marque au monde à pouvoir mesurer au dixième près
avec ces chronographes manuels. Ces chronographes ont été certifiés par l'Observatoire de Neuchâtel, ici en Suisse. Et c'était un horloger qui, en 1932, a fait le voyage à Los Angeles depuis Vienne, avec dans sa mallette 30 chronographes, a pris le train, le bateau et de nouveau le train pour fournir ses services de chronométreur officiel pour la toute première fois. Incroyable. Et est-ce qu'il y a eu des controverses, on va dire? En fait, est-ce qu'il y a des controverses qui ont poussé à l'innovation? Parce qu'en fait, si on regarde le XXe siècle, c'est que des innovations après innovations. Et j'imagine que c'est aussi des petits moments parfois un peu négatifs qui ont fait avancer la cause du chronométrage sportif et l'intervention obligatoire d'Omega, si je puis dire. Il y a eu une grande transition qui a duré quasiment 20 ans entre la fin des années 40 et la fin des années 60, où le chronométrage manuel a été remplacé par le chronométrage électronique. Et ceci a permis d'éliminer toutes les erreurs humaines faites en chronométrant une course à la main. En effet, il y avait une controverse sur les Jeux Olympiques de Rome en 1960, où en natation, 2 athlètes avaient le même temps moyen. Chaque athlète était chronométré par 3 chronométreurs. Et le temps moyen de ces 3 chronométreurs a été pris comme temps final. Donc 2 temps finaux étaient les mêmes pour 2 athlètes. Un athlète avait reçu la médaille olympique, la médaille d'or, et l'autre athlète, le record olympique. Donc cette controverse a engendré que la Fédération internationale de natation a contacté Omega en demandant si Omega pouvait produire un système électronique pour éliminer ces erreurs humaines. Et c'est qu'en 1968, aux Jeux Olympiques au Mexique, qu'Omega a introduit pour la première fois les fameuses plaques de touche qui a fait de la natation le premier sport où les athlètes arrêtaient leur temps eux-mêmes. On parle toujours de précision, de chronométrage, on en oublierait presque le reste. Qu'est-ce que Omega Timing fait en plus de juste mesurer, avec ces outils évidemment très innovants, le temps des athlètes? Alors en effet, on se dit chronométreur, mais on fait beaucoup plus que du chronométrage pur et dur. On mesure l'entièreté des performances d'athlètes à travers des capteurs, l'intelligence artificielle, la computer vision, afin d'expliquer les résultats et où un athlète aura gagné et perdu du temps. On a des softs développés particulièrement pour les besoins des différents sports, où toutes ces données qu'on collecte sont gérées, formatées, traitées et envoyées en temps réel à plein de clients dans le monde entier en temps réel. Un des clients, la télévision évidemment, où on fournit des systèmes pour afficher toutes ces données à travers des graphiques spécifiques pour expliquer aux téléspectateurs ces performances d'athlètes. Ces données sont aussi fournies à des tableaux vidéo dans les stades afin de donner des données supplémentaires aux fans qui se trouvent dans les stades. Les agences de presse sont des clients, des commentateurs aussi, tous les sites web, les applications mobiles. Donc, tout cet environnement, cet écosystème de la mesure de données, le traitement et l'affichage est tout généré à travers les systèmes fournis par Omega d'une manière intégrée pour les Jeux Olympiques et pour les différents sports qu'Omega gère à travers l'année. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'en 2024, pour les Jeux Olympiques de Paris, vous aviez innové à nouveau avec la Scanovision Ultimate, donc cette caméra qui va prendre 40 000 images, jusqu'à 40 000 images par seconde, dans un champ très précis. On se demande après comment innover, comment aller plus loin. Est-ce que c'est même nécessaire de toujours innover alors qu'on a déjà atteint des sommets d'innovation qui permettent de départager au millionième de seconde techniquement les athlètes? Omega est un pionnier dans l'histoire du sport, dans la manière comment les mesures de temps ont été faites dans le passé. Et cet esprit pionnier, cet esprit d'innovateur est toujours là. Donc, on va jamais arrêter d'innover. Il y a certainement 2 domaines qui vont bénéficier d'une grande innovation dans le futur. C'est comment on mesure du temps. Donc, vous l'avez dit très précisément, on a des systèmes qui sont très très pointus déjà aujourd'hui. Avec les capteurs de mouvement, les systèmes de positionnement, on arrive à mesurer du temps, plus en mesurant du start et du stop à des endroits très précis, mais une mesure continue du temps. Donc, ça, c'est un domaine qui va certainement évoluer dans le futur. Et avec toutes ces données qu'on génère pendant les compétitions, la compréhension de ces données
à travers l'intelligence artificielle va certainement aussi nous aider à fournir des informations beaucoup plus précises à quel point ces performances des athlètes sont phénoménales. Très bien. Merci beaucoup pour votre précieux temps. Merci à vous pour l'intérêt. Et avec plaisir. Voilà, chers amis, pour cet entretien avec Alain Zaroury. J'espère que vous en avez appris un peu plus au cœur de ce qui fait l'innovation du chronométrage sportif aux Jeux olympiques d'été et d'hiver. Et maintenant, on va rentrer, si vous voulez bien, dans le vif du sujet, les nouveautés horlogères. Vous savez, Omega a l'habitude de faire des petits comptes à rebours comme ça, un peu mignons, un an avant, quelques jours avant, enfin quelques centaines de jours parfois, avant l'événement, le dit événement des Jeux olympiques. En 2025, en février 2025, on avait le plaisir de découvrir la J-1, J-1 an, avec une magnifique Seamaster que je vais vous présenter juste après. Et aujourd'hui, 100 jours avant l'événement tant attendu de Milano Cortina de février 2026, on a le plaisir de découvrir une Speedmaster en 38 mm avec des attributs très sympathiques, vous allez le voir. La Seamaster 37 mm Milano Cortina qu'on découvrait en février 2025, elle m'a touché en plein cœur. Souvenez-vous, nous étions en 1956 pour les Jeux olympiques d'été de Melbourne et Omega présentait une Seamaster avec le chiffre 16 tellement mis en avant pour ses 16e Olympiades de Melbourne en 1956. Il s'agissait d'une référence, une très belle référence Seamaster 28-50 en or massif avec ce magnifique boîtier où vous avez ces anses très géométriques, incurvées, mais qui font vraiment un angle, qui sont un petit peu saillantes, qui est juste une pièce magnifique. Et vous aviez ces lettres en applique facettées, dorées à 6 heures dans le cadran. Et pour une édition un peu spéciale, vous aviez la croix du mérite qui était représentée avec les anneaux olympiques, qui était à mon sens une pièce plutôt réservée à des personnalités, à être offerte à des personnalités, à la fois des personnalités politiques, des personnalités du comité organisateur des Jeux olympiques, mais aussi des personnalités grands sportifs ou acteurs de l'époque. En tout cas, c'est pas forcément une pièce qui a été commercialisée par Omega. Et Omega a voulu rendre hommage à cette Seamaster de 1956, puisqu'en 1956, vous aviez encore les Jeux d'été et les Jeux d'hiver la même année. Vous aviez eu les Jeux d'hiver à Cortina d'Ampezzo. 37 mm donc pour cette nouvelle Seamaster. Vous avez un alliage d'or Moonshine qui est tellement protégé et couvé par Omega, puisque c'est son alliage personnel d'or développé. Au dos de la montre, évidemment, le dos plein, vous avez le logo Milano Cortina, tellement bien stylisé, tellement joli, qui est gravé évidemment dans l'or pur, dans la masse d'or, c'est très joli au dos de la montre donc. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, ça va être ce cadran, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est la technique de l'émail grand feu qui a été utilisée ici pour décorer le cadran, donc un cadran juste magnifique, une taille sublime à l'intérieur, un très joli calibre automatique 8807 coaxial certifié Master Chronometer par Omega. Vous savez, cette certification qui va pousser toujours plus loin les tests pour savoir si la réserve de marche est respectée, pour savoir si la précision qui va plus loin que le chronomètre, donc le -4+6 que l'on connaît, a été également respectée, etc., etc. C'est Omega qui a créé cette certification de Master Chronometer et qui va permettre à d'autres marques d'en profiter par la suite. Quand vous ajoutez à ça les index fastés en or massif, les magnifiques aiguilles dauphines qui ont fait tant de succès chez Omega dans toutes les belles années de production que l'on connaît, vous avez vraiment une pièce magnifique et quand on la met au poignet, ça fait vraiment la différence. Chers amis, la Seamaster 37 mm Milano Cortina, c'était un an avant ces beaux Jeux Olympiques de 2026, ces Jeux Olympiques d'hiver de février 2026. Et on a eu le plaisir aujourd'hui de découvrir une autre nouveauté 100 jours avant ces Jeux Olympiques d'hiver. Et c'est autre qu'une nouvelle Omega Speedmaster J-100, une Omega Speedmaster 38 mm. Souvenez-vous, les Omega Speedmaster 38 mm, elles apparaissent en 2017, elles viennent compléter la gamme à l'origine comme étant une montre un peu plus féminine, mais en vérité, et avec tout l'héritage de la Omega automatique de la fin des années 80, la Reduce, la fameuse, qui introduisait aussi cette plus petite taille avec un mouvement automatique, ça vient enrichir les collections Omega. On sait, la Omega, la Moonwatch, la professionnelle, elle fait 42 mm de diamètre, même si il faut toujours le rappeler, en 1957, lorsqu'apparaît la première Speedmaster, qui n'est autre qu'une montre pour chronométrer des événements, des moments automobiles de qualité, j'espère, on avait un boîtier avec notamment les 29-98 à 39 mm de diamètre. Donc vous voyez qu'on est pas très loin en matière d'histoire. Et cette montre-là, du coup, elle était plutôt orientée
vers les femmes, mais honnêtement 38 mm, et vous le savez pour les amoureux de vintage que nous sommes, c'est une taille tout à fait acceptable pour les poignets masculins également. Vous avez dans cette collection des montres avec des lunettes à double rang, parfois serties de diamants. Donc vous avez une partie avec les lunettes tachymétriques et l'autre partie qui est soit gravée d'index, soit naturelle et pure. Vous avez des sous-compteurs qui sont de forme ovale et c'est vraiment ce qui définit la collection. Mais ce que j'aime avec cette Omega Speedmaster, donc 38 mm J-100, c'est vraiment le fait qu'Omega vienne introduire, en plus d'une montre qui va représenter ces Jeux Olympiques, vous allez le voir, vienne apporter un vrai supplément d'âme. Vous le voyez sur les images de Valentin, à la place des sous-compteurs ovales, vous avez des sous-compteurs ronds. À la place de cette lunette qui était double, vous avez une lunette avec un insert tachymétrique simple. On va se rapprocher de l'identité originelle de la Speedmaster et en particulier la Speedmaster Moonwatch, mais dans un format de 38 mm. Ici, toute la beauté, c'est évidemment d'avoir des liens avec les Jeux Olympiques de Milano Cortina de février 2026, avec notamment ce cadran laqué blanc qui reprend, c'est difficile à voir sur les images peut-être, mais quelques détails bleus du logo de Milano Cortina sur le cadran. C'est très léger, mais justement c'est aussi sympathique. Si c'était beaucoup trop important, ça gâcherait un peu le spectacle à mon avis. Vous avez dans la fenêtre de date à 6 heures le 26. Selon les dates d'Omega, ce logo, c'est un peu comme si on avait mis de la souffler du chaud sur une vitre et qu'on avait dessiné le logo Milano Cortina. C'est ce qui a été voulu par Omega pour le design de ce cadran. Autre détail fort sympathique, si vous regardez la fenêtre de date assez discrète à 6 heures, vous avez pour la date 26 du mois ce même style de Milano Cortina, ce même style de logo de ces Jeux Olympiques d'hiver de février 2026. C'est un très joli détail. Chers amis, c'est véritablement le bleu qui va réguler cette montre. Donc vous avez le très léger logo un peu givré de Milano Cortina sur ce cadran blanc laqué. Vous avez la date 26 à 6 heures qui a été stylisée. Vous avez ce magnifique insert de lunettes en céramique bleue avec une très très belle technique qui était donc gravée d'abord, ensuite émaillé blanc pour tous les repères de l'échelle tachymétrique. Vous avez les aiguilles bleues avec de la matière luminescente, les aiguilles des sous-compteurs bleus. Et si vous regardez dans les détails, vous avez aussi ces sous-compteurs azurés. L'azurage, c'est une finition que j'aime beaucoup, qui reprend un petit peu, vous savez, les sillons des disques vinyles. Et ici, évidemment, ça fait référence à la neige fraîchement damée qui va, j'espère, régaler les athlètes de ces prochains Jeux Olympiques d'hiver. Cette montre, elle est servie par le calibre coaxial 33-30, qui n'est pas manufacturé entièrement par Omega, mais qui est d'une base ETA qui a été largement retravaillé par Omega, notamment pour recevoir le célèbre échappement coaxial. Évidemment, vous avez d'autres finitions qui ont été ajoutées et c'était mis au standard d'Omega. Ce mouvement délivre 52 heures de réserve de marche et il saura, j'espère, combler vos attentes. La pièce est proposée au prix de 6 600 € et on a quand même, pour ce prix, je trouve, une très jolie montre avec un très beau bracelet en acier qu'on connaît. La fermeture, la chute du bracelet est belle, la fermeture a été largement retravaillée, elle est très fine. Vous avez de la céramique, vous avez tous ces clins d'œil un peu délicats aux Jeux Olympiques d'hiver de 2026. Vraiment une très belle montre, surtout une jolie présence au poignet, sans en faire trop parce que vous avez 38 mm de diamètre. Chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette mise en lumière des Jeux Olympiques d'hiver vous aura plu. Ça vous aura permis de reparler d'innovation sportive en matière de chronométrage avec Omega, à la fois pour les Jeux d'été, mais aussi pour les Jeux d'hiver, et de parler de ça, de toutes ces innovations. Cette rencontre avec Alain Zobris, directeur d'Omega Training, c'était aussi un plaisir. On remercie Omega pour ça, et j'espère que ces deux très belles nouveautés vous ont touché. Elles nous ont largement touché, évidemment, pour les amoureux de monde des années 50, 60 que nous sommes. Quand vous nous mettez une référence 28-50, donc sous la forme d'une Seamaster 37 mm, avec ce boîtier en or, ce cadran en émail grand feu, ou alors la Speedmaster en 38 mm avec ces détails qui finalement s'écartent un petit peu de la collection pour jouer avec ce qu'on connaît et ce qu'on adore de la Speedmaster. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup. On se retrouvera très prochainement, je l'imagine encore, pour vous parler de Jeux Olympiques, mais on va rester proche du lac de Neuchâtel et en profiter un petit peu. On vous remercie. Dites-nous ce que vous pensez de ces nouveautés. Dites-nous ce que vous pensez des Jeux Olympiques, de votre expérience avec les Jeux Olympiques. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un retour. C'est obligatoire pour nous. C'est un bonheur. Merci et à bientôt.